Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de la rédaction TV Sud Camargue-Cévennes. Dans l'actualité aujourd'hui, on va parler des travaux d'Arène Esplanade Feuchères qui sont à mi-travaux. Visite de chantier ce matin et circulation modifiée aux abords de l'esplanade. On en reparle dans ce journal. Antix, la clé sous la porte. L'entreprise de meubles implantée à Galargues-le-Montueux n'a pas trouvé de repreneur. C'est le géant Azix qui reprend l'entrepôt. Salariés et direction sont concernés de financement. S'ils sont en fédéral 1 du point de vue sportif, ils ne le sont pas du point de vue financier. C'est ce que va déterminer la Direction générale du contrôle et de gestion. Et le petit train d'Anduze, la nouvelle locomotive, ou en tout cas l'une des plus anciennes, a été remise en circulation et elle empruntera bientôt les rails en direction d'Anduze pour cet été. À partir du 4 juillet prochain, le sud de l'esplanade sera interdit à la circulation et ce définitivement dans le cadre du projet Arène Esplanade. Les véhicules ne franchissent l'esplanade d'ouest en est pour laisser place aux piétons et un cheminement central. Un choix qui va forcer les automobilistes à emprunter la rue de la Cité-Foulques, le triangle de la gare et l'avenue Carnot pour désormais faire le tour de l'Écusson. Les explications d'Olivier Michel en compagnie du maire Jean-Paul Fournier. Ce dossier a démarré avec mon mandat il y a 10 ans et effectivement on savait que la circulation à un moment donné serait complètement arrêtée au sud de l'esplanade dans la mesure où ils nous ont interdit de faire une trémie à partir des arènes. Donc je crois qu'effectivement ça va poser des problèmes, mais il va falloir que chacun trouve d'autres circuits. Je crois que quand on change nos habitudes les uns et les autres, on est un petit peu perturbé, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais qu'après, les gens, plutôt que de passer là, ils trouveront d'autres circuits. Et c'était nécessaire pour pouvoir avoir plus de 7 hectares en centre-ville d'un seul tenant paysager, puisque sur cet espace où nous nous trouvons, c'est plus d'1 hectare qui sera. Je crois que ça va changer complètement la physionomie de cet espace et la façon de vivre des Nîmois et des Nîmoises. La façon de circuler aussi, il faudra faire le tour du coup sous le triangle de la gare. Voilà, donc on pourra circuler sur les contre-allées de Feuchères et après distribuer soit sur Sergentrière et reprise de Trémy de la Gare et retour par contre-allée ou retour par l'avenue Carnot. Mais on incite beaucoup aujourd'hui les Nîmois à prendre les transports en commun et puis peut-être aussi véhicules doux, je pense à des vélos par exemple. Donc je crois qu'il faut effectivement qu'on ait une autre façon de vivre. Les villes sont complètement saturées de véhicules, ce n'est pas propre à Nîmes, j'en discute avec d'autres maires de grandes villes au Sénat notamment, et on se dit effectivement que les uns et les autres s'engagent dans cette démarche. Une perturbation à venir au niveau de la circulation, mais nouvel aménagement, espaces verdoyants et restaurants vont être implantés aux abords de l'esplanade. Visite de chantier en compagnie toujours d'Olivier Michel. D'esplanade prend forme. La partie minérale entourant la fontaine Pradier, destinée à recevoir des manifestations, a été réalisée en stabilisé renforcé. Et d'ici le mois d'août, c'est une partie sud plus végétale qui sera ouverte aux Nîmois de la fontaine Pradier au square du 11 novembre. La partie sud, essentiellement un espace verdoyant, ombragé, un jardin, à l'intérieur duquel on retrouvera un espace un peu plus particulièrement destiné aux enfants, manège et jeux d'enfants, et puis un espace terrasse sous lequel nous sommes d'ailleurs. On sera là traité en définitif avec un platelage bois, terrasses qui sont liées aux commerces qui viendront dans les locaux que l'on a là derrière nous. Des locaux décorés de bambou qui accueilleront un point office de tourisme, un restaurant, des toilettes et des kiosques. 70 arbres mycocouliers, érables ou platanes devraient venir ombrager la zone et entre les deux, de l'eau. Le principe de l'eau, c'est qu'elle soit un élément structurant de l'ensemble du projet. C'est-à-dire qu'on part du bord des arènes, du parvis des arènes et on descend jusqu'à la gare. Quand on est nous sommes ici, là on a un banc canal, c'est-à-dire qu'on peut s'installer face à Pradier, face au grand espace dégagé au bord du jardin. On a donc un canal que l'on voit derrière moi qui fait 40 cm de large en eau, sur toute la longueur, en 6 bancs différents. Et ensuite, c'est un canal de 1,40 m de large qui descend sur tout Feuchères jusqu'à la gare pour arriver à la gare avec une fontaine, finir avec une fontaine dont on n'a pas encore défini tous les de la fontaine Pradier.
Pour un coût de 11,2 millions d'euros, les 21 000 mètres carrés de l'esplanade Charles de Gaulle devraient être inaugurés fin janvier 2012. S'en suivra pour un an la phase 3 du projet AEF, à savoir le retraitement de la globalité de l'avenue avec son cheminement central. La société Antix a été liquidée par le tribunal de commerce. L'entreprise de Galargues-le-Montueux, spécialisée dans la fabrication de meubles, ne sera pas en effet rachetée. C'est le géant ASICS qui reprend. Sont consternés. Non, on ne nous a pas permis de continuer à fabriquer, donc on a arrêté. La décision est prise. La fabrication de meubles anciens chez Antix prend fin. Aujourd'hui, c'est 57 personnes qui subissent cette situation et vont se retrouver au chômage. Humainement, c'est difficile, oui. Oui, c'est difficile, c'est pas agréable. Surtout qu'on a l'impression d'avoir été mis à la porte, alors qu'il y a quand même encore un carnet de commandes, qu'on avait des choses à faire, qu'on pouvait rebondir, etc. Bon, il en faut, hein, la vie continue, on ne veut pas laisser les clients comme ça, sans réponse à leurs questions, à leurs attentes. Donc on sait qu'on est destiné à pointer au chômage prochainement. Ceci dit, bon, si on a envie de se regarder dans le miroir le matin quand on se lève, on va jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est ce que souhaitent tous les salariés. Pourtant, lundi, le tribunal de commerce de Nîmes n'a pas accepté la reprise d'Antix par un investisseur, dernier espoir pour l'entreprise. Mais ce n'est pas que pour cette raison que le fabricant ferme. On a tout fait pour qu'Antix quitte ce bâtiment. Autoroute, il y a des gens qui ont voulu en faire un village de marque, d'autres qui ont voulu en faire un bâtiment logistique. Il est très très bien placé. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui voulaient faire une très belle opération immobilière. Jusqu'à aujourd'hui, 50% de leur production partait à l'étranger. Les employés restent alors convaincus qu'il y a toujours un marché à prendre et espèrent qu'Antix reviendra. Je connais le marché parfaitement, surtout à l'export. C'est de la culture française qu'on vend. Tout dans les pays riches, donc c'est une aubaine. C'est du 100% français, fabriqué avec du bois, du chêne des forêts françaises, fabriqué en France. Donc c'est un paradoxe, parce que là, on était assis sur un tas d'or. Avant de quitter définitivement les lieux, Antix vend encore des meubles jusqu'à moins 70%. Et d'ici le 15 juillet, le comité d'entreprise Antix se réunira. Une cellule de reclassement sera mise en place. Les salariés espèrent obtenir des indemnités, soit de garantie des salaires ou à la faveur d'une décision du tribunal de commerce. Mais rien n'est certain. Otages, libération ce matin aux alentours de 9h. Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière ont atterri à l'aéroport militaire de Villacoublay. Après 18 mois de détention, ils ont été libérés hier dans la journée et ils ont pris un avion officiel dans la nuit. Une arrivée attendue par des centaines de personnes, dont leur famille, le président de la République et son épouse. Les deux hommes sont amaigris, mais sans... On va parler rugby et de la situation financière du RCNG. Si sportivement, le RCNG accède en Fédéral 1, du point de vue financier, ce n'est pas encore le cas. Et c'est la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion qui doit donner ou non son feu vert sur la cession en Fédéral 1 pour demain vendredi. Les explications de Tony David. Des scènes de joie, le rugby club nîmois a connu beaucoup cette année, avec la bonne surprise de l'accession en Fédéral 1. Mais pour valider la montée, Nîmes devait obtenir de contrôler les finances. Et pour le moment, l'accession n'est pas encore acquise, même si le président Claude Ponto n'est pas de cet avis. Pour moi, il est en Fédéral 1, mais c'est évident qu'on est obligé de passer par certains paliers qu'exige la fédération. Normalement, aujourd'hui, la DNCG se réunit pour statuer sur notre cas. Et s'ils prennent à la lettre, on est maintenu en Fédéral 2 du fait qu'on n'a pas approuvé l'existence de 150 000 € sur nos comptes avant le premier, donc avant demain. Mais d'ici mardi, mercredi, sur un compte bloqué. Un club nîmois optimiste sur son avenir sportif, mais aussi en coulisses, puisque le conseil d'administration a validé le passage en société anonyme sportive professionnelle, permettant une ouverture de capital un peu accélérée. L'engouement sportif et la réussite sportive des joueurs cette année font qu'on est en Fédéral 1, c'est une vraie bonne nouvelle, mais qui du coup nous met une pression qui n'était pas vraiment prévue. On pensait avoir 2 mois de plus pour faire ce travail sur la société anonyme sportive professionnelle qui est en train d'être créée.
Une petite avance immédiate sur la semaine, mais structurellement ça ne change rien. Donc en Fédéral 2, dans le pire des cas, ou en Fédéral 1, c'est la même équipe, c'est le même budget, même organisation, même projet. Un projet qui prévoit comme finalité l'accession en Pro D2 d'ici 2015. Et pour l'année prochaine, un budget de 1 415 000 €, quelle que soit la division, et un effectif capable de jouer les premiers rôles. Même Pour vous dire, j'ai une dizaine de protocoles d'accord de très bons joueurs, et je peux vous assurer qu'on aura une belle équipe de Fédéral 1 l'année prochaine. Après la décision de la DNACG, les conditions requises pour atteindre le niveau supérieur. Et la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion donnera son verdict demain vendredi. On en reparle évidemment dans notre prochaine édition. Fouille au Kellar et ouverture prochaine de l'exposition du site archéologique Latara Musée Henri Prade, avec plus de 300 objets découverts sur différents sites du pourtour occidental de la Méditerranée. L'exposition plongera les visiteurs dans l'univers des pratiques rituelles des populations celtiques, ibériques ou grecques. Cette exposition il y a une dizaine d'années autour des pratiques religieuses, politiques et sociales des populations des côtes méditerranéennes. C'est pourquoi elle a été labellisée d'intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication. Simon Gasque, Virginie Novales. Entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère, l'habitat de Le Kellar se trouvait au bord d'une vaste lagune. Des fragments de vaisselle, de céramique et d'amphores découverts à l'occasion de campagnes de fouilles initiées depuis 2003 démontrent que le site était un lieu d'échange avec la Grèce, l'Italie et Marseille. Lieu d'échange et de rituels, centaines de crânes humains et de nombreuses armes. On sait par différentes sources que les Gaulois avaient l'habitude de couper les têtes de leurs ennemis sur le champ de bataille. Ça, c'est des Grecs qui nous le disent. On a des sources littéraires qui nous disent que les Gaulois avaient l'habitude de couper la tête de leurs ennemis sur le champ de bataille et de la rapporter chez eux pour les exposer. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà dans la région. Il y a des crânes réels qui avaient été trouvés dans différents sites. Il y a aussi des représentations, des gravures, des sculptures qui montrent ces têtes coupées, notamment en Provence. Le site archéologique a conçu une grande exposition d'été qui présentera des pièces inédites issues de recherches récentes effectuées dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée. L'exposition des rites et des hommes exposera notamment 17 objets provenant des fouilles du site du Kellar. L'exposition des rites et des hommes, en fait, elle part de ce chantier de fouilles sur lequel nous sommes aujourd'hui, au Kellar, donc, qui a donné lieu, sous l'impulsion de Réjeanne Roure, qui dirige la fouille ici, à un projet de recherche national financé par l'Agence nationale de la recherche autour des pratiques rituelles des Gaulois, des Ibères et des le Languedoc. Et ce projet donc de recherche est à l'origine du projet d'exposition. Et si vous voulez, l'exposition, c'est le volet grand public de ce projet de recherche qui est en cours encore. L'exposition des rites et des hommes ouvrira ses portes du 9 juillet au 8 janvier 2012, en semaine de 10h à 12h et 13h30 à 17h30, et les samedis et dimanches de 14h à 19h. Des rites et des hommes, une exposition à voir à Latte dès début juillet, le 9 précisément. On va maintenant partir du côté. Tout le monde dans la région connaît ce petit train. Eh bien, la plus vieille locomotive et la première locomotive du réseau a été remise en service après 20 ans hors des rails. On va écouter l'un des responsables du train à vapeur des Cévennes au micro de nos confrères de la TV web d'Alès. Alors c'est une machine de 1917, c'est une 140C, numéro 27. Et c'est une machine qui a effectué toute sa carrière sur le réseau national français. Ouais, c'est la plus vieille de notre réseau, et puis sur tout le monde aussi, qui fait que on est très content aujourd'hui d'arriver au bout de ce projet, quoi. Ah, c'est le moment le plus important des 20 dernières années, on va dire, parce que bon, la 140C27, c'est la pièce maîtresse de notre collection, qui est restée arrêtée depuis 92. Et puis c'est une des plus grosses machines françaises actuellement qu'on va remettre en service. Donc c'est intéressant aussi pour le train à vapeur des Cévennes que d'avoir en service régulier l'une des plus grosses machines. Le petit train à vapeur donc est cette locomotive qui fait à découvrir à Anduze tout l'été. Spectacle demain soir, un spectacle flamenco sera donné dans les jardins de l'Apparator. On peaufine les derniers préparatifs pour le jour J. Retour sur l'ultime répétition au centre andalou. Vous voyez les images actuellement à l'écran. On va écouter les organisateurs et les artistes de cette soirée qui sera prévue demain soir, vendredi.
Ils ont été tout de suite très emballés. Ils s'apprécient beaucoup, ils se respectent beaucoup. Et l'idée de réunir l'ancienne génération et la nouvelle génération, ça les a séduits tout de suite tous les deux. Ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Ce que je trouvais intéressant, c'était justement l'idée de faire quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire de prendre deux artistes qui sont deux ovnis un peu de la planète flamenca, c'est-à-dire deux mythes de la planète flamenca chacun, et de les faire travailler ensemble sur un spectacle qui soit unique, qui n'existe pas. Pour Nîmes, pour nous, et c'est ça qui est très excitant, c'est ça que vous voyez en ce moment d'ailleurs qui est en train de se construire, ce spectacle-là. Et donc c'est ce côté artistique, du challenge, de retrouver ensemble ces deux monstres de sensualité, de technique qu'ils sont, et de voir le travail qu'ils vont donner demain soir à l'Imperator. Ils ont été tout de suite très emballés. Spectacle flamenco à découvrir demain à 21h30 à l'Imperator. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info à 12h30 demain pour le Flash en compagnie. À 19h30, vous retrouverez Franck Chassagnon pour le JT. Et à 18h30, ce sera un forum sur l'agenda 21 en compagnie de Pierre-Paul Castelli. Votre soirée sur TV Sud, c'est en compagnie de Julien Lamoussière pour Sortie Plein Sud et toutes les idées sorties du week-end. Bonne soirée à tous sur TV Sud.